Pour une meilleure compréhension de ce qu'est la gestion des stocks dans l'entreprise. Dans un contexte manufacturier, on tente d'assurer la disponibilité des matières, que ce soit les matières premières, les produits en cours ou rendre disponibles les produits finis, bien entendu. Ceci en évitant ou réduisant le plus possible les pénuries, en cherchant à maximiser ce qu'on va appeler le niveau de service. Et encore, il faut définir ce qu'on entend par niveau de service, mais aussi en minimisant les coûts de stockage. Car conserver des unités en stock, ça coûte plus que le coût d'approvisionnement ou le coût de production. Les stocks ont différentes fonctions. Il y a évidemment le stock de transit qui dépend en termes de quantité et de moment d'une décision logistique, le transit étant tout simplement la quantité qui est transportée entre deux points. Généralement, lorsqu'on parle de quantité à commander ou quantité à produire, on parle de stock cyclique. Ça cherche tout simplement à satisfaire la demande, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe. Cependant, il peut y avoir un risque ou une incertitude reliée à la demande ou encore aux différents délais de production ou d'approvisionnement ou de livraison. Donc, on va parler de stock de sécurité aussi. Un stock d'anticipation dans un contexte d'approvisionnement, c'est ce que tente d'avoir d'avance un acheteur afin de se prémunir contre, par exemple, une hausse de prix auprès d'un fournisseur clé, d'une pénurie possible aussi auprès d'un fournisseur, ou encore de toute autre situation qui pourrait survenir et venir affecter son approvisionnement. Le stock d'anticipation, ce n'est pas la même chose qu'un stock de spéculation. La spéculation, c'est dans un contexte d'approvisionnement, la spéculation serait acheter plus de façon à revendre à meilleur profit plus tard. Par exemple, profiter d'une certaine situation dans le marché et là, hausser nos propres prix. L'anticipation et la spéculation, ce sont deux choses tout à fait différentes. En contexte manufacturier, il y a aussi des stocks dits tampons qui assurent une certaine interdépendance entre les postes de travail dans le contexte de l'usine ou encore entre des fournisseurs, bien entendu. Différents types ou natures des stocks. Dans un contexte manufacturier, il y a bien sûr ce qu'on a besoin pour faire la production et qu'on se procure à l'extérieur, les matières premières. En cours de production, les produits en cours. On va parler parfois matières premières, ce sont des composants, produits en cours, ce sont aussi des composants. Et bien entendu, ce pourquoi on destine ce qu'on produit, les produits finis. Dans un contexte d'entreprise de distribution, les matières premières, on les achète, on les reçoit, on les conserve et on les vend. Ce sont aussi nos produits finis. Dans un contexte manufacturier ou d'approvisionnement, tout ce qu'on achète pour nos opérations, ce sont des matières premières, même s'il n'y a pas de transformation comme telle qu'on va faire avec ça par la suite. Alors, n'importe quel entrepôt de distribution achète des matières premières en vue de la revente par la suite. Le stock en transit, comme on a dit un peu plus tôt, c'est le stock qui résulte d'une décision logistique. On le retrouve entre un point d'expédition et un point de destination. Il y a aussi d'autres types de stocks dont on se procure, qu'on a besoin pour des opérations courantes ou pour soutenir des opérations. On va appeler ça les stocks ERO, entretien, réparation et opérations courantes. On peut ajouter les fournitures là-dedans pour une entreprise. Les articles destinés à la revente, essentiellement un distributeur, c'est ce pourquoi il est là. Il achète des biens, il les conserve un certain temps et il les répartit entre ses clients. Il ne modifie pas comme tel ce qu'il a acheté. Ce sont des articles destinés à la revente. Mais il y a aussi des situations pour une entreprise manufacturière où certaines matières qui servent dans nos opérations, on en revend aussi à des clients. Ce sont des articles destinés aussi à la revente. Il y a différents coûts à considérer en gestion des stocks.
Évidemment, en termes d'achat, il y a tout le coût d'acquisition sur une base annuelle. Quel a été le montant total des achats? C'est le coût total d'acquisition. Il y a aussi dans un contexte production, ce qu'il en a coûté durant une période de temps. Par exemple, durant une année, quel a été le coût total de production? Que ce soit en acquisition ou en production, c'est assez facile d'aller chercher ces coûts d'acquisition ou de production dans nos livres comptables. Il y a aussi le coût total de stockage, ou plus communément appelé le coût de stockage. Il y a 3 grands ensembles qui consistent au coût de stockage. Il y a le coût d'opportunité. Certains vont dire que c'est le coût de financement comme tel. C'est bien plus que le coût de financement. C'est essentiellement notre taux de rendement attendu pour des projets. Si on veut mettre de l'avant un projet de 100 millions de dollars et qu'on va se financer sur différents marchés, ceux qui vont nous financer s'attendent à un certain rendement, un certain pourcentage. Ce certain pourcentage entre dans le coût d'opportunité. Sauf que nous, comme entreprise, on va vouloir couvrir ces coûts de financement-là aussi. Alors, ce qu'on utilise comme coût d'opportunité pour évaluer le coût de stockage, c'est vraiment notre taux de rendement. Notre coût de financement peut être de 10 %, mais notre taux de rendement peut bien être de 18 %. Alors, le coût d'opportunité, c'est 18 %. Il y a aussi tous les coûts dus au stockage et ils sont en fonction du stock ou de la valeur des stocks. Par exemple, le coût des assurances, feu, vol, bris. Par exemple, le taux de perte qu'on a annuellement. Ce qu'on jette, par exemple, annuellement. Quel est le pourcentage de perte de ce côté? Il y a des coûts de conditionnement aussi pour certains produits et pour certains articles. Quel est le pourcentage d'un point de vue annuel sur la valeur de nos stocks? Et il y a aussi des vols qui se produisent dans un entrepôt. Quel est le pourcentage de la valeur des stocks annuellement dû, supposons, au vol, dû, supposons, à des bris? Et c'est au-delà du coût des assurances. Les assurances comptent dans le coût de stockage ici. Mais essentiellement, les assurances, c'est sur la valeur des stocks qu'on va payer. Ici, le vol, les bris, c'est autrement. C'est en plus de ça. Et il y a aussi toute la partie des frais qui sont plutôt fixes habituellement. Et cette partie, on ne la considère pas dans le coût de stockage généralement. On va la considérer, cette partie, dans le coût de stockage, seulement lorsque notre capacité de stockage est rendue à un point tel qu'on se pose la question, il faudrait agrandir l'entrepôt. Que fait-on? Est-ce qu'on loue de l'espace ailleurs? Est-ce qu'on construit un nouvel entrepôt? Est-ce qu'on procède à un agrandissement? Ces questions se posent seulement lorsque la capacité est près d'être atteinte. Si notre capacité de stockage est à peine de 50 ou 60 % occupée, on ne se pose même pas cette question. Alors, tout ce qui est les frais fixes, manutention, énergie, coûts de supervision, et ainsi de suite, on ne considère pas ça dans les coûts de stockage. Par contre, quand la capacité est presque saturée, on se doit de considérer ces frais dans le coût de stockage, ce qui l'augmente, bien entendu, face à une situation antérieure. On passe des commandes ou encore on effectue des mises en route en production. Quel est le coût total de passation des commandes ou quel est le coût total de mise en route? Car passer des commandes, ça coûte quelque chose. Ça coûte au minimum les salaires et avantages sociaux pour toutes les ressources en approvisionnement, acheteurs, commis, personnel administratif en approvisionnement. Ça coûte le transport. On achète, le transport est payé à quelque part. Même si le fournisseur dit que c'est payé, nous, on se doit d'estimer ces coûts de transport. En plus, il y a tous les frais indirects là, qu'on a en approvisionnement, l'espace qui est occupé par le personnel et les ressources en approvisionnement. Et en plus, il faut considérer les coûts de réception à l'entrepôt, les coûts d'inspection à la réception, ainsi que les coûts de manutention vers
les espaces de stockage après réception. Même si ce sont ces trois éléments des activités d'entrepôt, en termes de budget, c'est sur le budget d'entrepôt et non pas sur le budget des gens en approvisionnement, du personnel en approvisionnement ou de la direction en approvisionnement, il s'ensuit que ces opérations sont dues à des activités d'approvisionnement. Alors on doit prendre ces coûts et les imputer au fait de passer des commandes. Sur une période d'une année, quels sont tous ces coûts? Et on divise par le nombre de commandes essentiellement durant cette période de temps d'une année et on obtient un genre de frais fixe au fait de passer une commande. Le coût total de passation des commandes divisé par le nombre de commandes sur une période de temps. Le même genre de travail doit s'effectuer en termes de coûts pour ce qui est des coûts de mise en route. Le fait de passer la production d'une taille de lot X du produit A à une taille de lot Y du produit B, il y a un temps de mise en course, un temps de changement. Ça coûte quelque chose. Sur une base annuelle, toutes les mises en route ont coûté combien? C'est le coût total de mise en route. Ce coût total de mise en route divisé par le nombre de mises en route sur l'année en question, ça va nous donner un genre de frais fixe dû au fait d'effectuer une mise en route. Finalement, il y a aussi le coût total de pénurie. Il faut donc estimer qu'est-ce qui en coûte en termes de pénurie sur une base annuelle divisé par le nombre de pénuries qu'on a eues sur cette base annuelle. C'est plus difficile à estimer. Pour la suite des choses, on va poser une hypothèse. Aucune pénurie n'est permise. Donc, nous n'aurons pas à évaluer un coût unitaire de pénurie et par conséquent, pas besoin d'évaluer un coût total de pénurie. Ce qu'on va chercher à faire en gestion des stocks, dans un contexte approvisionnement, quelle quantité commander, à quel moment, dans un contexte de production, quelle quantité produire, à quel moment, et dans tous les contextes, on cherche à minimiser les coûts totaux pertinents. Un coût pertinent, c'est un coût qui influence un tant soit peu la décision. Un coût non pertinent n'influence pas la décision. Et un coût non pertinent, ça ne veut pas dire qu'on ne le paiera pas. Et il faut aussi avoir à l'esprit que les articles, les stocks, n'ont pas à être gérés de la même manière entre eux. Il y a des stocks qui sont plus importants que d'autres. Comment les différencier? C'est ce qu'on va voir avec l'analyse ABC.